Après avoir envoyé le premier homme sur le Soleil, le gouvernement de Pyongyang projette d'être le premier à avoir une colonie sur Uranus d'ici 2022 et de faire s'y tenir la Coupe du Monde en 2026. Actualité régionale maintenant, la foire au comment on dit là-bas, mec? Mais tu en as à côté, c'est pareil. C'est comment? 中國同埋韓國都冇關係。 C'est sérieux là? C'est à Allez, je vais voir sur Wikipédia. tient la foire annuelle du brie. En bref, aujourd'hui on va essayer de parler de la Corée du Nord. Ça dit quoi sur Wiki déjà? Le truc à savoir avec la Corée, comme on en a déjà parlé dans un épisode précédent, c'est qu'elle a été occupée par le Japon de la fin du 19e siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, de base, les mecs sont un peu tendus, quoi. Bon, les Japonais ont pas vraiment très bien fini, et comme avec pas mal de territoires occupés par l'ennemi, plutôt que de leur foutre la paix et de leur rendre leur indépendance, les gagnants se sont plus ou moins partagé le gâteau. Enfin, le temps de remettre de l'ordre. L'armée soviétique a débarqué à la fin de la guerre pour virer les Japonais, et les Américains puis l'ONU ont pris le contrôle du Sud, le tout divisé au 38e parallèle. Là, la Terre est divisée en parallèles, c'est comme les méridiens mais à l'horizontale. On rentre doucement dans la guerre froide et les États-Unis et l'URSS commencent déjà à se faire la tronche. C'est pas vraiment pour des négociations. En 1948, l'ONU décide de mettre en place des élections démocratiques au Sud, l'URSS se dit que la démocratie en fait c'est nul, et instaure un régime autoritaire communiste. Ça, ils connaissent bien du coup. Par contre, les deux sont d'accord pour dire qu'ils sont chacun le seul gouvernement légitime de Corée. C'est marrant, on a déjà vu ça ailleurs. En 1950, après avoir gagné la guerre civile en Chine, il y a aussi un épisode sur le sujet. C'est vraiment magique ce truc. Staline décide de renvoyer les Coréens du Nord qui ont servi en Chine, plus des armes, des munitions, des troupes chinoises et tout, en Corée du Nord pour réunifier toute la Corée sous l'autorité du gouvernement nord-coréen. Et c'est comme ça que commence la guerre de Corée, qui va durer 3 ans pour finir avec une frontière au 38e parallèle. Ça a servi à rien du tout. Et c'est marrant parce que c'est exactement ce qui se passe au Vietnam quelques années plus tard. Sauf pour l'histoire du 38e parallèle, eux c'était le 17e. À partir de là, la Corée du Nord est en roue libre. Le pays se construit sur le modèle de l'URSS dirigé par Kim Il-sung. On emprisonne et exécute à volo, on nationalise tout ce qui est nationalisable, les entreprises, les fermes, tout. Tout appartient à l'État. Genre vraiment tout. Même les sapes des gens. Et puis Kim Il-sung quoi. Je parlerai plus en détail de lui dans la prochaine vidéo, mais le bonhomme pousse le délire assez loin. Bon, on va passer les statues à son effigie qui commence à popper de partout, mais il va aller jusqu'à réécrire sa propre histoire pour devenir un pur BG. Faut se dire que le pays, encore aujourd'hui, est uniquement dirigé par sa famille depuis sa création et est complètement coupé du monde. Du coup, les gens ont un peu du mal à avoir d'autres infos. Et là, c'est la stagnation totale. Vu que le pays est totalement fermé sur lui-même, ils prennent vachement de retard sur le reste du monde. Et leur économie se pète de plus en plus la tronche. Puis comme ils misent tout sur l'armement et le minage, quand arrivent les années 70 et l'ère de l'informatique, les mecs se retrouvent totalement hors jeu. Et ils sont obligés de s'endetter de ouf, histoire de pouvoir survivre, quoi. Mais ça suffit pas. Ça empire même. À tel point que dans les années 90, la famine leur tombe dessus. Et c'est environ 1 million de personnes qui meurent de faim. On le dit environ parce que c'est un peu dur d'avoir des infos d'un pays qui laisse quasiment rien filtrer. Mais malgré ça, Kim Il-sung persiste dans son délire. Jusqu'en 1994 où il meurt. Et sera remplacé par son fils, Kim Jong-il, qui sera lui-même remplacé par son propre fils, Kim Jong-un, en 2013. On parlait des statuts de Kim Il-sung tout à l'heure, de son trip de réécrire toute son histoire, mais bon, de base, le culte de la personnalité, c'est assez courant dans les régimes autoritaires. Lui, ce qui fait son charme, c'est le level auquel il a poussé le trip, et que son fils a suivi par après. Il se fait vénérer comme un dieu, on rabâche sur la seule station de radio, mais aussi dans les écoles, histoire que ça rentre le plus tôt possible, à quel point grâce à lui la Corée du Nord est le best pays de l'histoire de l'univers et à quel point tous les habitants lui doivent tout. Et pour Kim Jong-il c'est encore pire, mais comme je l'ai dit plus tôt, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Même la Chine, qui est un de leurs plus gros alliés, mais qui essaye aussi de se racheter une image aujourd'hui, trouve que c'est chaud. À chaque fois qu'une déclaration un peu limite est faite depuis la Corée du Nord, ils disent direct derrière qu'ils sont pas d'accord. C'est un peu comme quand t'as un frère un peu chelou et que tes parents t'obligent à le ramener avec toi quand tu sors avec tes potes. Malaise. Ah, et dernier petit truc marrant, juste après être arrivé au pouvoir, histoire de montrer que c'est lui le patron, Kim Jong-un a redéclaré l'état de guerre avec la Corée du Sud en 2013. C'est pas une déclaration de guerre officielle, il fait rien, parce qu'il peut pas, parce que quand t'es militairement bloqué dans les années 70, c'est toujours un peu compliqué, mais il l'a fait. Voilà, c'est tout. Enfin bref, c'est très le bad, on est d'accord. Mais tout ce que je viens de dire reflète un truc qui me chiffonne un peu en fait. À chaque fois qu'on parle de l'histoire de ce pays, on parle uniquement de comment les États-Unis et l'URSS sont foutus sur la tronche, et comment un dictateur un peu taré a foutu le bazar, sans pour autant lier les deux. Alors que pourtant, totalement. Bon déjà, Kim Il-sung, il est pas arrivé au pouvoir tout seul, c'est le gouvernement soviétique qui l'a mis là. Puis dans les épisodes précédents, on a vu comment le business de certains pouvait ruiner la vie des autres. Que ce soit la Compagnie des Indes, Israël, les Incas,
Et aussi tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide, hein, que ce soit le Vietnam, l'Afghanistan ou même les 3/4 de ce qui est arrivé en Amérique du Sud. Les mecs se font pas la guerre directement, hein, mais ils utilisent leurs colocs, qui ont rien demandé à personne, pour se foutre sur la tronche. On parle trop souvent de ces conflits tout en oubliant que ça part de mecs qui avaient rien à voir, qui voulaient juste faire leur business tout en ayant rien à faire des gars qui étaient déjà sur place à la base. Et ça, c'est sans parler de la colonisation, parce qu'au final, c'est encore autre chose. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, est-ce que ça valait vraiment le coup ? On a mis le monde sans dessus-dessous pendant la guerre froide, alors qu'à l'origine, c'est juste deux pays qui se font la gueule. Quand aujourd'hui, des soldats américains se font tirer dessus par Al-Qaïda en Afghanistan, c'est avec des armes américaines, fournies à des mecs entraînés par la CIA il y a plus de 20 ans, pour faire chier l'URSS. C'est malin, hein. C'est sûrement des banalités tout ce que je viens de dire, mais c'est quand même une part des conflits que j'ai l'impression qu'on oublie très vite. Mais la plupart des conflits des 60 dernières années ont pour seule et unique origine les États-Unis et l'URSS qui pouvaient pas se foutre sur la tronche directement. Plus quelques pays qui ont profité du bordel ambiant pour faire leurs affaires dans leur coin. Après, c'est pas une raison pour haïr des pays entiers, c'est surtout leur gouvernement qui ont fait un peu ce qu'ils voulaient dans leur coin. Mais c'est chaud quand même. Et surtout, personne n'a l'air de retenir de leçon de ce genre de truc. À chaque fois, ça recommence. Enfin bref.